Eh bien, bonjour et bienvenue sur Cap sur la Bourse, la nouvelle émission du Figaro que j'ai désormais le plaisir d'animer toutes les semaines. Eh bien, l'idée de cette émission, c'est de vraiment vous aider à vous retrouver dans l'univers parfois un petit peu complexe de la bourse et évidemment à vous aider à trouver des idées, des placements financiers. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui en bourse alors que vous soyez débutant ou très avancé dans la maîtrise des mécanismes boursiers? Cette émission est vraiment la vôtre, on l'a bâtie sur les questions que nous recevons régulièrement de nos internautes. N'hésitez pas à nous envoyer des questions, on pourra y répondre en direct. Alors cette semaine, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Rollin, qui est stratégiste chez Pictet AM. Pictet AM, c'est un des plus gros gestionnaires de fonds helvétiques. Vous êtes présent sur les principales classes d'actifs, les actions, les obligations, et pratiquement sur tous les marchés boursiers du monde. Qu'est-ce que c'est qu'un stratégiste? Eh bien, c'est celui qui assiste les gérants de fonds pour trouver la bonne stratégie d'investissement. C'est bien ça? Oui, tout à fait, oui. Bon. Eh bien, écoutez, ça tombe bien parce qu'on est justement là pour trouver des idées d'investissement pour les semaines et les mois à venir. Alors c'est parti, on va commencer, si vous le voulez bien, par commenter l'actualité boursière. Alors, on avait commandé un graphique du CAC 40. Ça nous permettra un petit peu de voir comment on a passé l'été. Ben voilà, il est là, c'est formidable. Alors, on a commencé, on le voit un petit peu à baisser en juin, en juillet. On est parti en vacances en août. On espérait que ça allait remonter, et pas du tout. On n'a pas eu un très bel été. Peut-être deux mots juste sur l'été boursier. Comment ça se fait qu'on a eu ce contretemps? On est peut-être parti trop fort en début d'année, je ne sais pas. Alors, en fait, quand on regarde en devise, les actions de la zone euro ont surperformé les actions américaines, qui, elles, n'ouvraient rien de grave à monter, mais c'est l'euro qui s'est ajusté. On a de très bonnes statistiques économiques sur la zone euro, et finalement, l'euro s'est apprécié depuis le début de l'année, maintenant, de peu plus d'une dizaine de pourcents. Ça s'est passé pendant l'été, et du coup, effectivement, pour les bourses, c'est aussi un frein, parce qu'un euro plus fort, c'est moins d'exportation, c'est peut-être un petit peu moins de croissance économique, et donc, ça a constitué un frein à la hausse du CAC 40, malgré finalement un contexte économique européen plutôt fort, mais qui finalement a profité plus à notre devise qu'aux actions. Aujourd'hui, l'euro se stabilise, les statistiques sont encore bonnes, donc le CAC peut reprendre sa hausse. Très bien. Alors on le voit bien, là le CAC repart un petit peu depuis la rentrée, il est en hausse. Et on a une question d'un internaute, Franck de Paris, qui nous demande si par hasard la bourse ne serait pas insensible aux malheurs du monde. C'est vrai qu'on a eu depuis la rentrée des ouragans, aujourd'hui un attentat dans le métro, des menaces de missiles qui traversent le Japon. Tout ça, c'est un petit peu inquiétant. Tout le monde a été bouleversé. On a l'impression qu'en revanche, la bourse, alors là, ça l'a pas du tout dérangé. Est-ce que c'est une bulle? Est-ce que les boursiers s'intéressent à ça ou pas? Alors, je dirais, en préambule, la bourse a tendance à performer quand l'emploi s'améliore. Donc, il y a bien effectivement une coïncidence, je dirais, entre les marchés boursiers et une certaine vue, en tout cas, sur le bonheur du monde. Pour ce qui est des incidents géopolitiques aujourd'hui, effectivement, je crois que pour la Corée du Nord, les marchés commencent à prendre une certaine habitude. C'est un peu plus de 12 maintenant lancements de missiles depuis le début de l'année. Et finalement, eh bien, on voit que sur ce sujet-là, les frictions diplomatiques entre la Chine et les États-Unis ont l'air d'arriver à une forme de stabilisation. Il est assez peu probable que les États-Unis interviennent sur le terrain. Il reste assez peu probable, compte tenu des pressions de la Chine sur la Corée du Nord, que ce dernier pays envoie un missile chargé, je dirais. En tout cas, c'est un risque aujourd'hui très très minime, et au fond, le poids économique de ce pays est assez faible. Donc, petit à petit, on voit bien les premiers incidents, on s'est un peu affolé. Oui, on peut s'affoler parce qu'on peut se dire comment les États-Unis vont réagir, comment la Chine va réagir, et surtout, on voit bien qu'il y en a une personnalité du président américain qui est sujette peut-être à être inflammée plus rapidement que d'autres, et donc on peut craindre effectivement une dérive. Mais là, finalement, c'est resté relativement stable. Voilà. Au fond, le scénario principal du marché aujourd'hui, c'est que progressivement, la Corée du Nord devienne, hélas, une puissance nucléaire.
Et les ouragans, c'est un sujet pour la bourse? Alors, les ouragans, c'est un sujet, c'est un petit peu plus un sujet, je dirais, de deux façons. D'une part, pour son impact économique, qui va être d'abord des chiffres économiques plutôt mauvais, puis ensuite un petit peu plus fort parce qu'il va falloir reconstruire. Et ça va créer de la croissance. Et surtout, on l'a déjà vu, une difficulté qu'on aura dans les mois qui viennent à lire les chiffres américains. On l'a vu notamment sur les demandes d'allocation chômage qui ont fortement monté alors que l'économie va bien. Donc, les gens cherchent plus un emploi tout simplement parce qu'ils n'en ont pas trouvé, notamment au Texas. On a vu des chiffres d'inflation qui ont bougé aussi de façon un petit peu étrange avec la hausse des prix de l'essence due à l'arrêt de certaines raffineries. Donc, ce qui va se passer, c'est que pendant plusieurs mois, on va avoir du mal à lire l'économie américaine et la Fed, peut-être, va avoir du mal à agir en fonction de cette lecture. Donc, la Fed, donc c'est la Banque centrale américaine, c'est elle qui fixe les taux et les marchés, évidemment. Voilà, c'est l'objet de beaucoup d'attention de la part du marché parce que le niveau des taux est très important pour les marchés financiers. Aujourd'hui, on pense que la Fed va resserrer ses taux, donc elle va être moins sympathique, moins gentille avec le marché, mais on se demande à quel point. Et évidemment, les statistiques étant difficiles à lire, ça va être difficile pour elle, effectivement, de mettre en place une politique précise et efficace à court terme, en tout cas. Donc la bourse, en tout cas, on l'a compris, temporise, s'adapte. Voilà. Mais effectivement, la Fed a beaucoup d'importance, peut-être autant que les ouragans. Alors, on va passer à notre seconde rubrique, les tops et les flops de la semaine. Et cette fois-ci... Voilà, alors on va commencer par un flop, parce que c'est quand même assez étonnant, on pensait que ce serait un top, et finalement, ça se transforme en flop, c'est Apple. Apple a présenté en début de semaine son nouvel iPhone, l'iPhone X, un produit qu'on attendait, c'était les 10 années du lancement de l'iPhone, on pensait que les cours allaient monter, alors ils ne sont pas effondrés, mais bon... Alors on voit les cours, voilà, pardon, absolument, les cours apparaissent sur l'écran. Alors c'est sur un an, mais en tout cas, bon, on a eu quand même une progression régulière. On pensait qu'avec cette présentation, les cours allaient vraiment exploser, et pas du tout finalement. Ils ont même un petit peu baissé pendant 3 jours. Alors, comment vous expliquez ce contretemps? Encore une fois, c'est pas un effondrement, mais oui, une petite déception. Il y a une forme, enfin, plus qu'une déception, je pense que c'est effectivement un doute. Alors, en termes de technologie, la plupart des analystes trouvent qu'effectivement l'avancée technologique d'Apple, notamment dans la caméra 3D, réalité augmentée, est plutôt une belle avancée. Alors, on pouvait toujours s'attendre à plus, mais néanmoins, ça met probablement Apple en avance d'1 an, 2 ans, peut-être plus sur ses concurrents d'un point de vue technologique. Donc ça, c'est plutôt une excellente nouvelle, même si bon, peut-être les attentes étaient encore supérieures. On voit le cours de bourse avait beaucoup progressé. Ce qui pose question aujourd'hui pour les marchés, c'est le prix. En fait, on a un appareil qui va coûter pas loin de $1000 à $1 près. Donc c'est un prix encore supérieur au précédent téléphone. Et on se pose la question aujourd'hui, est-ce que effectivement le consommateur va suivre? Jusque-là, il y a très très peu d'influence du prix sur les ventes. C'est-à-dire qu'Apple a toujours monté ses prix, parfois assez fortement, et toujours ça a marché. Mais on se dit peut-être $1000, aujourd'hui c'est un peu trop. En tout cas, peut-être les investisseurs aujourd'hui se disent attendons un petit peu, voir effectivement si la logique qui consiste Apple à se situer dans le luxe en quelque sorte, dans le prestige, est toujours valable. Est-ce que ça va marcher? Donc peut-être en attendant les premiers chiffres de vente, un petit peu d'attentisme du côté des investisseurs. D'accord. On a les premières questions qui arrivent, là c'est une question un petit peu générale, on va y revenir. On a commencé par le flop, on va poursuivre par le top, pardon. Et le top, il est un petit peu étonnant. On a regardé des indices, et les indices boursiers, et depuis le début de l'année, quelles sont les meilleures performances en Europe? Eh bien, c'est la bourse d'Athènes, plus 22%. Alors, est-ce qu'il faut acheter les actions grecques? Alors, la bourse d'Athènes a eu un très très beau parcours. Là, elle a un petit peu consolidé. Dire est-ce qu'il faut acheter les actions grecques? Je crois que surtout essayer de trouver le lien en fait entre cette performance des actions grecques qui restent même aujourd'hui malgré la baisse récente encore supérieure aux actions de la zone euro. Je crois qu'il y a d'abord des avancées progressives dans les négociations, mais il se trouve qu'aujourd'hui ce sont plutôt les élections allemandes qui font l'attente, et du coup on attend aussi un petit peu la nouvelle chancelière qui va renégocier avec les Grecs les différentes réformes
réformes qui vont devoir potentiellement appliquer. Donc effectivement, on a eu des premiers accords en début d'année qui étaient bons, et puis là, un petit peu d'hésitation sur donc en gros, c'est trop tard pour y aller, à votre avis? Alors non, c'est probablement pas trop tard pour y aller. Alors sur la Grèce, hein? Oui, parce que bon, voilà, on va avoir les élections allemandes et le doute sera suivi probablement par des négociations qui devraient se terminer convenablement bien. Ce qui compte pour la Grèce, pour nous, c'est surtout qu'on a finalement deux choses qui sont intéressantes. C'est une banque centrale européenne qui continue d'injecter des liquidités assez fortement dans le système. Peut-être va-t-elle se mettre à acheter des obligations grecques, ça fera partie probablement. C'est pas seulement les progrès comme le chômage qui va un peu mieux. Alors, et puis l'économie, surtout. Alors je commence par le moins important et j'arrive au plus important. Oui. C'est l'économie. Effectivement, on a quand même dans l'ensemble plutôt des indicateurs avancés, notamment sur l'économie grecque. Quand on regarde le chômage, quand on regarde même les indicateurs enquête auprès des entrepreneurs, qui sont aujourd'hui plutôt forts. On a eu un petit recul de la production industrielle, mais nous on pense qu'effectivement les indicateurs avancés étant bons. Ça peut être intéressant. Ça reste quand même un marché très volatile, hein, n'oublions pas. Il y a des négociations importantes sur la dette, et il y a quand même dans les banques encore des taux de défaut qui sont aussi massifs. Donc ça reste le marché grec quelque chose qui est intéressant dans un cadre diversifié, je dirais, de portefeuille aujourd'hui émergent, mais ça reste quand même une diversification mineure. C'est un marché quand même qui bouge beaucoup, qui est très volatile. D'accord. On a une question qui vient, alors, qui est très précise, qui concerne Apple. Daniel nous demande si Apple a vraiment une avance technologique sur ses concurrents, quand on sait que les écrans sont de Samsung, les batteries sont coréennes. J'attends des arguments, nous dit-elle. Alors il faudra demander à des gens plus spécialistes que moi. Moi, j'ai effectivement questionné nos spécialistes en fait en technologie. Effectivement, Apple fait partie de la chaîne de production mondiale, mais voilà, ce que les spécialistes s'accordent à dire, c'est qu'effectivement il y a aujourd'hui une avance, mais je crois que de toutes les façons, peut-être le plus important, là on parlait, je dirais, du court terme, voilà pourquoi est-ce que ça a consolidé. Effectivement, il y a des doutes peut-être aussi sur cette question-là, mais le deuxième point, moi, qui me paraît plus important, c'est que c'est un secteur, la technologie de l'information, qui est en forte croissance, et qui est en forte croissance non seulement et pas pour tout ce qui est ce qu'on appelle les objets, mais aussi pour toutes les applications qui sont connectées à ces objets. Et là-dessus, on a effectivement Apple qui aujourd'hui a à peu près autour de 20% de son business qui est là-dessus, mais qui a une très très forte croissance sur ce domaine-là. Et c'est sur ce domaine-là qu'on attend finalement la croissance d'Apple, et donc sur lequel on base nos espoirs pour sa progression financière et celle du secteur en général, en fait. Voilà, donc voilà pour les arguments, ils sont assez clairs. On va passer au dossier de la semaine. Alors, le dossier de la semaine, on a l'impression qu'en France, on est en crise. Et là, qu'est-ce qu'on découvre ? Les attentes des analystes sur le CAC 40 prévoient que les sociétés du CAC 40, globalement, vont faire cette année 100 milliards d'euros de profit. Ce sera un record historique. Alors, est-ce que c'est juste la France qui va très bien, ou est-ce que c'est un phénomène général, mondial, qui fait que les entreprises, finalement, accumulent des bénéfices énormes, alors que finalement, on a un petit peu l'impression, en tout cas en France, qu'on est toujours en crise? Il y a un petit peu un gap, là. Alors, en France et dans le monde, on assiste aujourd'hui à une amélioration très très claire des indicateurs économiques. Ça a commencé, je dirais, par une accélération aux États-Unis. Ça a été suivi depuis maintenant autour d'un an par le Japon et la zone euro. Et maintenant, on assiste aussi à une accélération assez forte des indicateurs dans les émergents. Donc aujourd'hui, c'est une accélération qui est vraiment tout à fait homogène. Et pour prendre des exemples, nous on a un indicateur sur la confiance des consommateurs dans le monde. Et c'est important parce que la consommation, c'est quand même l'essentiel aujourd'hui du PIB dans le monde. Eh bien, cette confiance des consommateurs est à un plus haut depuis 25 ans. Oui, donc on n'est pas du tout en crise. Alors en termes d'indicateurs avancés, on n'est pas en crise, ou alors en tout cas on est en sortie de crise. Pour certains pays. Je pense que pour les émergents, on est en sortie de crise. Là, on voit bien qu'en Europe, on est en train d'accélérer. On a des taux de croissance aujourd'hui qui sont relativement solides, au-dessus
probablement de la moyenne de long terme, et qui sont créés à la fois par cet appel d'air de l'économie américaine et puis de l'économie mondiale désormais, et puis une politique monétaire de la Banque centrale européenne particulièrement agressive, je dirais particulièrement accommodante, puisqu'aujourd'hui, voilà, on a des taux qui sont presque à zéro et qu'on injecte des liquidités. Ça participe aux milliards de bénéfices. Alors, ça participe en fait au fait que aujourd'hui, les consommateurs et les entreprises, notamment dans les pays cœurs, peuvent reprendre du crédit. Et reprenant du crédit, ils vont soit consommer, par exemple, pour acheter des voitures, soit des entreprises, effectivement, vont pouvoir emprunter pour faire des investissements et du coup augmenter leur croissance bénéficiaire. Donc, effectivement, la baisse des taux, c'est extrêmement important parce que voilà, ça permet d'irriguer l'économie de liquidité et donc de nouveaux projets, soit de consommation, soit d'investissement. Alors on a beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux et notamment on a beaucoup d'internautes qui nous disent mais finalement les entreprises réduisent aussi leurs charges, peut-être qu'elles licencient, est-ce que ça compte aussi pour améliorer les bénéfices? Alors aujourd'hui on a une amélioration de l'emploi dans la plupart des pays du monde, on a une amélioration de l'emploi notamment en France. C'est pas incompatible, on peut restructurer et avoir globalement un emploi. Oui, tout à fait. On peut. Je pense qu'après, ce que les investisseurs vont juger, effectivement, c'est la bonne gestion de l'entreprise, d'essayer d'avoir, je dirais, les salariés, la masse salariale qui convient à la croissance de l'activité. Et aujourd'hui, l'activité mondiale est en croissance. On a plutôt tendance dans le monde à embaucher. Et c'est précisément ça qui participe aujourd'hui à la croissance de la consommation. Et ce qui est intéressant, c'est que cette amélioration de l'emploi ne s'accompagne pas encore, alors peut-être hélas, mais ne s'accompagne pas encore de hausses de salaire très importantes. On voit aux États-Unis par exemple, les hausses de salaire restent relativement modestes malgré un emploi aujourd'hui qui est très très fort. Donc voilà, donc ce qui permet de prolonger le cycle économique puisqu'on n'arrive pas à l'inflation et donc on peut continuer de croître comme ça. On avait préparé une slide sur les plus fortes hausses à la Bourse de Paris. Voilà. Est-ce que parce que ce qui est intéressant finalement, c'est de savoir comment on peut jouer cette amélioration générale des bénéfices. Donc là, on voit Kering, c'est du luxe. Crédit Agricole, c'est de la banque, peut-être du rattrapage, et Atos, on est plutôt dans la technologie. Comment est-ce qu'on peut, aujourd'hui, quand on est investisseur individuel, jouer ce formidable rebond des bénéfices? Enfin, plus que ça, puisqu'on est à un record historique. Là, quand on voit, par exemple, Kering, moi, je voudrais parler du secteur de la consommation discrétionnaire ou du luxe en général. Ça a bénéficié, effectivement, je parlais de la confiance des consommateurs, de la reprise de la consommation mondiale. Ça, c'est un premier point. Et puis, deuxième point, on a quand même aujourd'hui d'assez bons chiffres en Asie. Et l'Asie, et notamment la Chine, est un consommateur important de produits de luxe. Pour ce qui est des bancaires, eh bien, c'est plus un aspect général, je dirais, cyclique. Les bancaires apprécient un cycle économique meilleur. Pourquoi? Parce qu'elles ont moins de défauts, on leur rembourse mieux les prêts qu'elles ont faits. Et puis, les taux longs remontants, elles peuvent prêter à des taux plus élevés et continuent aujourd'hui d'emprunter à des taux bas à la Banque centrale européenne. Donc ça profite effectivement aux bancaires. Et pour la technologie, ça a aussi un aspect cyclique. Atos, donc c'est une société de services informatiques, voilà, très impliquée dans l'assistance à la technologie, le cloud. Exactement. Donc là, c'est un secteur qui est à la fois cyclique, parce qu'évidemment, les investissements technologiques et la consommation de produits technologiques, notamment, va dépendre du cycle économique, mais c'est un secteur, en plus, qui est porté par des innovations très, très importantes et qui a une croissance de long terme qui est, en général, plus forte que celle des autres sociétés. Donc, c'est pas étonnant de voir, en fait, compte tenu du contexte, ces trois valeurs performer plutôt bien. D'accord. Justement, alors, c'est une manière de répondre un petit peu à Marie-Rose qui nous demande comment savoir quelle action pourrait monter. Donc a priori, le luxe, le secteur du luxe est une bonne idée, la techno, alors, les banques. Nous, alors sur le luxe, on est plutôt aujourd'hui sur le long terme. Il a déjà eu une performance assez intéressante. Donc je pense pour nous le secteur, tout ce qui est marques de prestige, c'est plus une affaire de long terme où on se dit voilà, on a toujours effectivement cette consommation asiatique qui va augmenter, cet intérêt pour les produits de luxe. La consommation, comme vous l'avez peut-être vu, se polarise. C'est-à-dire que on va acheter des lunettes extrêmement chères, par exemple de soleil, et puis un jean et un t-shirt.
Donc, effectivement, et la moyenne gamme est un peu abandonnée. Donc, le luxe bénéficie de ça, mais je dirais que pour cette année-là, c'est relativement bien, ça nous paraît relativement bien dans les cours. Nous, il y a deux secteurs auxquels on s'intéresse en particulier. C'est toujours le secteur de la technologie, là, sur lesquels on continue d'avoir des très très bonnes nouvelles, des croissances bénéficiaires importantes et qui bénéficient... Dans le monde, là, dans le monde, voilà, dans le monde, et qui bénéficient de la croissance mondiale. Et puis, on en a parlé déjà un petit peu. Le techno, c'est les robots, Ça peut être les robots, ça peut être les antivirus, ça peut être les sociétés voilà, comme Apple, comme Google, qui développent des services Internet, Amazon par exemple aussi, qui a fait, on l'a vu, quand même des progrès assez importants dans son... Qui commence à manger sur tous les secteurs. Exactement, qui a acheté Whole Food récemment, et qui est en train de semer la zizanie, je dirais, dans le secteur de la distribution classique. Et puis les biotech, mais je ne sais pas si on a le temps d'en parler. Mais rapidement, un secteur... C'est assez spéculatif, mais c'est plutôt spéculatif. C'est un secteur qui a été massacré l'année dernière parce que il y avait cette campagne électorale où les deux candidats disaient sans arrêt qu'ils voulaient faire baisser le prix des médicaments. Et puis il y a eu des résultats cliniques qui étaient moins bons. Cette année, on voit bien que Donald Trump a quand même du mal à mettre en place sa politique. Les résultats cliniques sont meilleurs. Le secteur est en forte hausse, mais en termes de valorisation, il reste en retard pour nous. OK. C'est terminé pour le dossier de la semaine, le temps passe, on va passer au coup de cœur, coup de gueule de la semaine. Alors, on a eu beaucoup d'interrogations encore parmi nos internautes, et tout le monde a été un petit peu étonné de voir la violence des cyberattaques auxquelles on a eu droit, auxquelles on a assisté durant l'été. Tout récemment, il y a une compagnie d'assurance de Londres, les Lloyds, qui a sorti une étude selon laquelle, en cas d'attaque majeure, on pourrait avoir des dommages qui pourraient atteindre les 50 milliards de dollars. Et donc, question très simple, est-ce que on peut jouer le thème de la cybersécurité en bourse ? Alors, on peut certainement jouer le terme de la cybersécurité. Il y a des valeurs qui sont tout à fait spécialisées dans la cybersécurité. Et c'est vrai que c'est un secteur qui est intéressant. On a, avec le développement des objets connectés, qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus de moyens d'attaquer des systèmes informatiques. On a vu l'année dernière des hackers qui se sont intéressés aux caméras de vidéosurveillance et qui ont réussi, à travers les caméras de vidéosurveillance, à intégrer des ordinateurs de certaines grandes sociétés américaines. Donc là-dessus, évidemment, il y a des sociétés qui se développent dans la cybersécurité. C'est un marché comme un autre. C'est un marché comme un autre. C'est un marché, attention, ce sont des technologies de pointe, des sociétés qui connaissent des fortes croissances. Être sur la cybersécurité, c'est quand même affronter potentiellement une volatilité relativement importante. Il faut pas l'oublier. Mais il y a d'autres secteurs qui sont intéressants dans la sécurité, notamment celui de la sécurité alimentaire, par exemple. On voit qu'il y a une réglementation qui est de plus en plus importante. Les produits viennent de loin, on les reconnaît, ils sont de plus en plus complexes, il faut réglementer. Et donc, on a des sociétés dans la sécurité réglementaire. Alors, il y a une société comme Eurofins, par exemple, ou Thermo Fisher. On a un internaute qui nous demande s'il y a des noms, apparemment. Voilà. Il y a une réactivité assez forte, là. Ou Thermo Fisher, qui est une société plus... Eurofins, voilà. Eurofins, qui est une société française. Une société française qui travaille dans ce qu'on appelle le testing, en fait. Voilà, tester les produits. Ou Thermo Fisher. Et puis, Thermo Fisher qui fait la même chose, mais c'est une société américaine. Et puis, on a aussi toute une partie industrielle où on voit que les normes, par exemple, pour les voitures, sont de plus en plus resserrées. Voilà, il fallait un airbag, il en faut 2, 3, 4, etc. Dans la plupart des pays du monde, les normes sont en train d'augmenter. Il y a des sociétés aussi qui connaissent ce type de croissance. Donc, peut-être c'est un secteur qu'on peut jouer dans son ensemble. Nous, on regarde de près ce secteur. Il a une croissance ces dernières années. On pense que ça va continuer 3 fois supérieure. Je parle de la croissance économique, du chiffre d'affaires, à celle de la croissance mondiale. Donc, c'est un secteur assez intéressant. Alors, c'est des sociétés un peu pointues. On paye en direct, on a intérêt à passer par des fonds. Comment on fait ? Après, ça dépend chacun selon ses talents et son expertise. En général, le conseil que vous donnera un gérant, et c'est le conseil que je donne, c'est la diversification. Évidemment, on peut faire des coups faramineux sur des valeurs en particulier, mais il vaut toujours mieux diversifier. Donc nous, en tout cas, nous avons joué ce thème de la sécurité à travers effectivement une stratégie qui englobe
ces trois composants. Et là, c'est pas un coup spéculatif, j'imagine que c'est vraiment accompagner la croissance de ce marché. Alors, vous aurez, avec ce type de stratégie, on va avoir une performance qui va être relativement proche de celle des indices actions mondiaux, mais on l'espère, et ça a été le cas jusque-là, légèrement supérieure presque chaque année, parce que c'est quand même une croissance supplémentaire. Mais il n'empêche que voilà, même ces sociétés qui sont dans la sécurité sont sensibles potentiellement à la Corée du Nord, sont sensibles à la Banque Centrale Européenne, comme les autres actions. Mais année après année, leur composant de sécurité les avantage. Bon, ben voilà, en tout cas, une bonne idée d'investissement. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous, Frédéric Rollin. Et à bientôt pour une prochaine émission Cap sur la Bourse.